Un chirurgien désormais accusé de meurtre, entremenotté dans une salle d'audience de l'Illinois en combinaison de prison. Un ex-mari divorcé aurait prémédité et tué son ex-femme et son mari, alors que des enfants étaient présents dans la maison. Michael McKee aurait conduit plus de 6 heures jusqu'à la maison de Spencer et Monique Tepe et les aurait abattus en pleine nuit le 30 décembre aussi. Non seulement nous avons la nouvelle vidéo de la comparution de McKee au tribunal aujourd'hui, mais nous avons aussi des documents qui éclairent sur son mariage raté. Voici ce qui a permis à la police de le désigner comme suspect. Suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut les gars, il y a une raison à l'affaire. C'est l'une des émissions YouTube les plus vues. Morgan Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en dommages corporels aux États-Unis. C'est un cabinet avec plus de 1000 avocats qui ont récupéré des milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Rien que ces derniers mois, un client en Floride a reçu 12 millions de dollars, alors que l'assurance n'offrait que 350 000. Et en Pennsylvanie, un autre client a obtenu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan Morgan défend vos droits. Vous pouvez déposer une réclamation sur votre téléphone, même en cas de blessure, via forcepeople.com/OTC. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code affiché. Pourquoi Michael McKee aurait-il tué son ex-femme Monique Tepe et son mari, le docteur Spencer Tepe, au milieu de la nuit du 30 décembre à l'intérieur de leur maison à Columbus, Ohio? C'est une question à laquelle il faudra peut-être du temps pour répondre de manière définitive. McKee comparaît aujourd'hui pour la première fois devant le tribunal à Rockford, Illinois, à environ 1h30 à l'ouest de Chicago. Là-bas, il est entré dans la salle en combinaison de prison, les mains menottées, et il n'a calmement dit que son nom lorsque le juge lui a demandé. Nous allons parler davantage de ce qui va se passer ensuite dans sa procédure pénale dans un instant. Mais voici ce que nous savons sur Michael McKee, un petit peu à ce stade. McKee est chirurgien vasculaire à Rockford, Illinois. Les documents judiciaires montrent qu'il possède une adresse dans un immeuble de luxe du quartier de Lincoln Park à Chicago. McKee, cependant, est originaire de l'Ohio. Il est allé à l'université d'État de l'Ohio. C'est là qu'il a obtenu son diplôme en 2014 et on pense que c'est à l'université d'État de l'Ohio qu'il a rencontré Monique. Et voici une photo d'eux le jour de leur mariage en 2015. Le couple n'est resté marié qu'environ 2 ans. Ils ont divorcé en 2017. Ils n'ont pas eu d'enfants. Nous avons maintenant obtenu les documents relatifs au divorce de McKee et voici ce que nous savons à ce sujet. Nous savons que, après son diplôme à l'université d'État de l'Ohio, McKee a poursuivi sa formation en chirurgie à Roanoke, en Virginie, où Monique a vécu avec lui quelque temps. McKee possède des licences médicales actives dans l'Illinois et en Californie. Nous avons également les documents concernant la fin du mariage, qui montrent qu'au moment du divorce, Monique vivait en fait dans l'Ohio. Le jugement indique que Michael a obtenu la maison en Virginie et que Monique a obtenu le divorce pour cause d'incompatibilité. Au début de cette enquête, beaucoup de gens ont découvert que Monique avait déjà été mariée. On pouvait le trouver dans les registres publics. Et cela a commencé à pointer du doigt McKee, l'ex-mari. Mais au fur et à mesure que l'affaire avançait, il avait été rapporté que le divorce entre McKee et Monique s'était déroulé à l'amiable. Les dossiers du tribunal semblent également le montrer, et ils indiquent aussi que McKee vivait dans un autre État. Mais quelque chose a manifestement changé dans cette enquête, et les détectives ont fini par se concentrer sur Michael McKee. Avant d'en venir à ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal de Rockford, je veux d'abord parler de ce que la police considère comme l'élément décisif dans cette affaire. Et c'est du moins la petite partie qu'ils nous donnent pour l'instant, car ils n'ont pas officiellement déclaré que McKee était la personne d'intérêt. Près de la maison des TP dans cette vidéo diffusée la semaine dernière, au moment où les TP ont été tués. Mais quand on pense à la vidéo de surveillance, il ne fait aucun doute que la vidéo a joué un rôle dans leur capacité à retrouver Michael McKee en tant que suspect. Alors, voyons ce qui s'est passé, là où la police comble maintenant les lacunes. Vous avez Monique et Spencer TP maintenant. Ce couple s'est marié en 2021. Selon leurs avis de décès, il s'agit en réalité de la vidéo de leur mariage célébré en 2021. Cette vidéo a été filmée par le beau-frère de Spencer qui nous a donné la permission de vous la montrer. Nous savons que Spencer et Monique, et cela des années après le divorce de Monique avec Michael McKee. Spencer et Monique se sont rencontrés en ligne et ont construit une vie incroyable ensemble. Spencer était un dentiste très apprécié. Il semblait aimer son travail,
Monique se préoccupait beaucoup des jeunes. Diplômée en éducation de la petite enfance à l'Université d'État de l'Ohio, elle est ensuite devenue mère au foyer pour s'occuper des enfants de Spencer et Monique, âgés de 4 ans et d'1 an. Nous avons entendu à maintes reprises que Spencer et Monique étaient simplement des personnes qui aimaient rassembler les gens. Ils adoraient recevoir chez eux à Columbus. Ils étaient l'âme de la fête. Monique était une amie exceptionnelle, passionnée de pâtisserie. Spencer adorait les Buckeyes de l'État de l'Ohio et les Bengals de Cincinnati. Il a grandi près de Cincinnati et a obtenu un diplôme en chirurgie dentaire à l'État de l'Ohio en 2017. Spencer travaillait dans un cabinet dentaire à environ 120 km de chez lui à Athènes, Ohio, ce qui représentait un long trajet. Et le 30 décembre, Spencer ne s'est pas présenté au travail et son cabinet était très inquiet. Alors ils ont appelé le 911. Technicien 107 de la police de Columbus. Bonjour, oui, je voudrais demander un contrôle de bien-être pour une personne à son domicile. Si vous avez suivi cette histoire, vous savez que les appels au 911 ont été passés le jour où Spencer et Monique ont été retrouvés morts, à partir de 9 heures du matin. Quand Spencer ne s'est pas présenté au cabinet dentaire, Spencer, qui travaille avec moi, ne s'est pas présenté ce matin et reste injoignable, tout comme sa famille. Il ne s'est pas présenté au travail. Ça, c'est correct? Avez-vous des soucis de santé? Non, il a toujours été fiable, mais on ne parvient à joindre ni lui, ni sa femme, ni sa famille, ni personne de la maison. Je suis en Floride, je possède l'entreprise, j'ai été informé par mes employés qu'il n'était pas au travail et c'est lui qui gère le bureau. le patron de Spencer, en vacances en Floride, a reçu des appels d'employés inquiets de l'absence du docteur Tepi et l'a contacté en premier, dit-il. Est-ce que vous avez reçu autre chose comme des appels à son sujet ou un accident de voiture ou quelque chose comme ça? Parfois, les gens ne viennent pas travailler. Il est peut-être malade, je ne sais pas. Comme ce répartiteur, on entend souvent dire que les gens ne viennent pas, qu'ils sont malades ou qu'ils ont trop dormi. Son patron savait que Spencer était catégorique car il ne manquerait jamais le travail sans raison. Je sais juste qu'il est du genre à toujours être à l'heure et qu'il nous contacterait s'il y avait le moindre problème. Et je ne sais pas comment le dire autrement, mais on est vraiment inquiet car ce n'est pas dans son caractère. Nous ne parvenons pas à joindre sa femme, ce qui est encore plus inquiétant. Donc environ 20 minutes plus tard, un policier de Columbus a été envoyé au domicile de Spencer et Monique Tepe. Mais ils ont signalé qu'ils n'avaient rien vu. Alors ils sont repartis. Il y avait plus de contexte à cela que nous avons appris la semaine dernière. Parce que voici la vidéo de la caméra corporelle de l'agent lors de son intervention, et vous pouvez voir qu'ils ne sont pas à la bonne adresse. Le chef de la police de Columbus a dit que l'agent s'était trompé de maison et était allé à quelques minutes de celle des TP. Donc même si cet agent de police était parti en disant « Ah, et je n'ai rien trouvé », les amis inquiets des TP savaient que quelque chose n'allait pas. Ils sont donc allés chez Spencer et Monique. Et ils disent que lorsqu'ils sont arrivés, ils pouvaient entendre les enfants des TP à l'intérieur de la maison. Il était environ 10 heures du matin. D'accord, c'est une urgence policière ou médicale? Ah, peut-être les deux, je ne sais pas. Je m'inquiète. Ils ont appelé là-bas. Ils ont frappé plusieurs fois à la porte d'entrée et à la porte arrière, mais personne n'a répondu. Oui, aucune réponse. J'entends des enfants à l'intérieur. J'ai cru entendre un crier. On ne peut pas entrer pour l'instant. Je ne sais pas si je dois enfoncer la porte ou juste entrer. Tu étais là-bas quand la police était là? Non, je n'y étais pas. Je viens juste d'arriver il y a environ 5 minutes. D'accord, très bien. On va le renvoyer vers vous. Puis un autre appel du travail de Spencer a eu lieu. Notre patron ne s'est pas présenté au travail. Nous n'avons pas pu le joindre depuis 3 heures. Nous sommes sur place et l'entendons. D'accord, j'ai parlé à quelqu'un là-bas. Je veux seulement vérifier qu'un appel a été passé. 5 minutes plus tard, l'appel arrive, donnant à l'histoire une toute nouvelle dimension. Il ne s'agit plus simplement d'un couple disparu ou ayant raté le travail. C'est devenu une réalité terrifiante. Plusieurs appels reçus à ce sujet. Qu'est-ce qui a changé? La dernière personne à qui j'ai parlé? Il y a un corps. Il y a un corps à l'intérieur. Ouais. D'accord, attends une seconde. Laisse-moi te mettre en ligne avec un médecin, d'accord? Reste en ligne. Maintenant, pendant que l'appelant attend, on peut entendre des bruits de petits enfants en arrière-plan. Les enfants de TP. Ils n'ont pas été blessés.
Il y a un corps. Notre ami ne répondait pas à son téléphone. On est juste venu à un... On vient juste d'arriver ici. Il semble mort. Il y a du sang, il est allongé à côté de son lit, hors de son lit, dans son sang. Je ne peux pas m'approcher pour voir plus que ça. D'accord, donc vous pouvez voir qu'il ne respire évidemment pas ou quoi que ce soit. Oui, est-ce que c'est comme... Un peu comme, je ne sais pas, vous voyez, parce qu'il a l'air, on ne dirait pas qu'il lutte. J'ai hâte. D'accord, je comprends. Quand quelqu'un a-t-il parlé pour la dernière fois au téléphone? Je suppose hier. Oui, hier. D'accord, quel âge a-t-il? 37 ans. 37 ans. Est-ce qu'il consomme de la drogue ou quelque chose comme ça? Non, 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 non. D'accord, c'est juste que l'âge est vraiment très jeune. Oui, je comprends. D'accord. Nous sommes en route. L'ami affirme avoir vu le corps de Spencer dans la maison. Notre voiture est suspendue. Ils entendent des enfants dedans. Teddy a entendu un cri. Maintenant, nous recevons un autre appel disant qu'il y a un corps à l'intérieur. Maintenant, lorsque la police est entrée, ils ont trouvé Spencer mort ainsi que sa femme. La police dit qu'ils ont trouvé le docteur TP dans une chambre au 2e étage. Il a été touché par balle à plusieurs reprises. Monique a également été retrouvée dans une chambre au 2e étage. Elle avait au moins une blessure par balle à la poitrine. La police a indiqué ne pas avoir l'arme du crime. On ignore pour l'instant si elle a été retrouvée. Après s'être concentrée sur leur suspect, Michael Moki, la police aurait également récupéré des douilles de 9 mm sur les lieux. C'est donc une preuve cruciale. Nous verrons comment cela influencera leur dossier contre Michael Mackey pendant la procédure pénale. Une grande question à ce stade est de savoir comment Mackey aurait pu entrer dans la maison des TP. Vous vous souvenez? La police a déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. On ne sait pas non plus quel type de contact il a eu avec Monique, s'il y en a eu, après leur divorce. La chef de la police a déclaré aux médias locaux à Columbus qu'il n'avait pas de suspect à la fin de la semaine dernière, tout en précisant qu'il ne pouvait pas tout révéler. Ensuite, environ 24 à 48 heures après ses interviews avec les médias locaux, c'était entre vendredi et samedi, vers minuit, que cette arrestation choc a eu lieu. Les dossiers montrent que Michael Mackey, le chirurgien vasculaire, a été incarcéré à la prison de Rockford, dans l'Illinois, juste après minuit samedi. Voici sa photo d'identité judiciaire. Depuis son arrestation, les charges contre Mackey ont été requalifiées en meurtre avec préméditation aggravée. Évidemment, c'est une avancée majeure dans l'enquête, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur le dossier qui est en train d'être monté contre Mackey. Voici cependant ce que nous savons sur la façon dont la police semble s'être concentrée sur lui. Il s'agit donc d'une page de la plainte pénale qui dit, je cite, « Au cours de l'enquête qui a suivi, les détectives ont pu identifier un suspect grâce à la vidéosurveillance du quartier. Ce suspect a été suivi jusqu'à un véhicule qui est arrivé juste avant les homicides et est reparti peu de temps après les homicides. Les détectives ont pu identifier davantage ce véhicule et l'ont relié à Michael Mackey. Les détectives ont retrouvé le véhicule à Rockford, Illinois, et découvert que Michael Mackey l'avait en sa possession avant et après les homicides. La police a resserré la plage horaire présumée du meurtre des Tepi entre 2 h et 5 h du matin le 30 décembre. À ce moment, ils ont demandé au public de fournir des vidéos ou des informations de cette période et de cette zone de Columbus. Ils ont publié une vidéo montrant un homme suspect marchant dans une ruelle derrière la maison des Tepi entre 2 et 5 heures du matin. Il portait un pantalon gris, une veste sombre et une capuche, détournant le regard de la caméra de surveillance qui a filmé la scène. Et il semble que cela ait été une preuve majeure pour aider les forces de l'ordre à retrouver Mackey maintenant. Mackey a été arrêté à Rockford, dans l'Illinois, à environ 1 h 30 à l'ouest de Chicago, selon les documents d'arrestation. Une adresse d'un très bel immeuble de condos de luxe dans le quartier huppé de Lincoln Park à Chicago. Ça a vraiment l'air d'un endroit très agréable. WLS Télévision à Chicago a interviewé un voisin de Mackey et elle a dit qu'il ne donnait pas l'impression d'être quelqu'un qui commettrait un crime comme celui-ci. Cette femme a déclaré, je cite, « Il ne semblait pas être quelqu'un qui ferait une chose pareille. On ne sait jamais qui on croise, peut-être des tueurs en série. » Elle a ajouté, « Je me suis assise avec cet homme. J'ai discuté avec lui près de la piscine en faisant un barbecue, en parlant de la beauté de la journée. Et puis il s'avère que c'est un tueur. C'est assez choquant. Comment expliquer à un enfant que ses parents sont là un jour et partis le lendemain? Les vraies victimes de cette affaire, ce sont les enfants. » Fin de citation. Nous cherchons toujours plus d'informations sur Mackey. S'il a agi ainsi, pourquoi maintenant?
Pourquoi l'a-t-il fait quelques jours après Noël et la veille du Nouvel An? Aujourd'hui, Mackie a comparu pour la première fois devant le tribunal. C'était notre première occasion de le voir depuis son arrestation. La comparution à Rockford, Illinois, a été très rapide, durant moins de 3 minutes. Mackie n'a pas paru ému en entrant dans la salle. Il a calmement donné son nom au juge et renoncé à son extradition, ce qui l'oblige à retourner dans l'Ohio pour répondre aux accusations de meurtre des TP. Voici ce qui s'est passé au tribunal. Votre nom, monsieur, pour le procès-verbal. Michel McKee. Avez-vous eu l'occasion de lui parler? Oui, monsieur. Quel est votre rôle dans ce pays? Oui, à ce moment-là, votre honneur. Au nom de monsieur Mackie, je vais faire valoir son droit à un avocat. Je vais faire valoir son droit de garder le silence. Et monsieur Mackie estime que la manière la plus rapide de se défendre contre les accusations en cours dans l'Ohio et de plaider non coupable serait de renoncer à son droit à une procédure d'extradition, d'obtenir un mandat du gouverneur et d'assurer son transfert immédiat vers l'Ohio. Compris, merci. Nous fixerons donc cette affaire à lundi à 14 heures pour faire le point sur le transfert. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire aujourd'hui? Merci à tous. Après avoir serré la main de son avocat, Mackie a quitté la salle d'audience et attend que les autorités de l'Ohio l'emmènent à Columbus. Le juge a fixé une audience de suivi pour lundi prochain, et cela seulement si Mackie est toujours dans l'Illinois et non dans l'Ohio. Avant d'en dire plus, je souhaite partager la déclaration de la famille Tape, publiée le jour de l'arrestation de Mackie. La voici. Citation. L'arrestation d'aujourd'hui représente une étape importante vers la justice. Pour Monique et Spencer, rien ne pourra réparer la perte dévastatrice de 2 vies emportées bien trop tôt. Mais nous sommes reconnaissants au service de police de la ville de Columbus, à ses enquêteurs et à la communauté des forces de l'ordre qui les a aidés, dont les efforts inlassables ont permis de capturer la personne impliquée. Nous remercions la communauté pour son soutien, ses prières et sa compassion durant cette tragédie. Au fur et à mesure que l'affaire progresse, nous faisons confiance au système judiciaire pour que la personne responsable soit pleinement tenue pour responsable. Monique et Spencer restent au centre de nos cœurs, et nous portons leur amour avec nous. En protégeant les 2 enfants qu'ils laissent, nous continuerons d'honorer leur vie et la lumière qu'ils ont apportée. Fin de citation. Rejoignez-nous pour discuter de l'enquête et des récents développements de ce week-end, avec un commandant détective à la retraite de la police de Chicago. Will Spillar, merci d'aborder à nouveau cette affaire avec nous. Je me souviens t'avoir envoyé un message ce week-end quand c'est sorti, et c'était comme, tu sais, moi j'avais entendu. Et ce qui avait été rapporté, c'est que le divorce était à l'amiable, qu'il ne semblait pas y avoir beaucoup de bruit autour de Michael Moki en tant que suspect. Mais c'était peut-être une ruse de la police, et voilà qu'il l'arrête. Je suppose. Quelle a été ta réaction quand tu as vu que c'était l'arrestation que la police de Columbus avait faite? Je n'étais pas surpris, évidemment. On en avait déjà parlé, que c'était quelqu'un que les Warner connaissaient tous les deux. La question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi maintenant? Ouais. Pourquoi si tard? Après le divorce, elle est apparemment passée à autre chose. Elle a une famille maintenant. Pourquoi maintenant? Et comment est-il entré? Mariage en 2015, donc ils auraient eu la fin de la vingtaine, puis ils ont divorcé en 2017. Nous verrons quels détails sortiront. Les documents indiquent juste leur incompatibilité. Ils gardent la maison en Virginie, elle avait déménagé dans l'Ohio. Et, tu sais, on ne sait pas combien de communications ils ont eues au fil des années. D'après ce que nous savons de la police, ce qui semble être l'erreur présumée que Mackie a commise, c'est qu'ils ont pu le retrouver grâce aux caméras du quartier. Nous avons vu cette photo de la personne d'intérêt. Et même si je n'ai pas eu de confirmation officielle que c'est lui, supposons que ça l'est. Ensuite, on y monte dans un véhicule qui va à Rockford, dans l'Illinois ou à Chicago, peu importe. Ils parviennent à tout reconstituer avec lui. Mais quelles autres preuves? Parce qu'il est certain qu'un ex-mari présent dans la région, dans une voiture juste avant qu'une femme et son mari, son ex-femme, soient tués, puis qui repart peu de temps après alors qu'il vit dans un autre état, c'est déjà beaucoup. Pour le public, c'est très suspect.
Mais devant un tribunal, que faudrait-il de plus aux forces de l'ordre? Eh bien, il faut prouver que c'est lui. Je veux dire, d'accord, on sait que c'est ce qu'il dit. Nous avons les relevés téléphoniques, nous avons parlé du fait que si la personne dans la ruelle était bien lui et que son numéro de téléphone a été repéré par les antennes relais, c'est un numéro étrange qui ne devrait pas être là, mais c'est bien son téléphone. J'ai eu de nombreux procès où l'on me demandait comment prouvez-vous que la personne avait le téléphone sur elle, même si vous l'avez localisé? Vous avez localisé la voiture d'une personne. Comment savez-vous que c'était lui qui conduisait? Ce sont toutes des questions de la défense et ce sont toutes des situations où non seulement vous devez prouver que c'était ses affaires qui étaient là, mais aussi que c'était bien lui. Je pense que votre enquête montrera clairement que c'était lui. Il faut évidemment surmonter ces obstacles. Quand vient le moment du procès, une arrestation est une chose avec un motif probable, mais prouver la culpabilité de quelqu'un, c'est tout autre chose et il faut le prouver. Non seulement ses affaires étaient là, Mais il était là, même s'il n'avait pas son téléphone portable sur lui, et disons simplement qu'il y en avait. Vous savez, vous avez cette vidéo de lui dans la zone, puis dans une voiture qui arrive avant et après, vous prouvez qu'il était dans la zone. Mais quand il s'agit de tirer et de tuer 2 personnes, quel est le seuil pour procéder à une arrestation? Parce qu'il est facile de dire: «D'accord, il était là». Cela pourrait être notre suspect, mais est-ce suffisant pour obtenir un mandat d'arrêt et passer à l'étape suivante? Il doit maintenant répondre à 2 chefs d'accusation pour avoir voulu tuer les Tépis. il y a une grande différence entre motif probable et preuve hors de tout doute raisonnable, donc le seuil pour motif probable n'est pas si élevé pour une personne raisonnable. Avec toutes ces preuves dont nous avons connaissance, sans compter certaines choses qu'ils pourraient avoir, comme peut-être quelque chose provenant de l'intérieur de cette maison qu'ils ont produite, qu'ils ont utilisé comme preuve pour dire, d'accord, nous avons des raisons de dire que c'était lui. Le seuil du motif probable est bas, celui du doute raisonnable bien plus haut, donc je pense au motif probable. Avec son véhicule, ses affaires, son téléphone et le véhicule trouvé à proximité, je pense que cela suffit pour un motif probable. Parce que dans la plainte pénale, il est effectivement question de son identification sur la vidéosurveillance du quartier. Ensuite, ils disent avoir suivi sa voiture jusqu'à Rockford, où il a été arrêté. Quelles informations doit-on obligatoirement inclure dans une plainte pénale? Combien de détails faut-il dévoiler? Il semble qu'ils révèlent peu et gardent encore des choses secrètes. Eh bien, ils ont beaucoup de théories dans cette affaire. Je suis sûr qu'ils doivent prouver. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. Lors d'une audience sur la cause probable, il suffit qu'une personne raisonnable croie qu'un crime a eu lieu et que l'accusé l'a commis. Donc, le seuil est, comme je l'ai dit, bas et vous ne révélez pas vraiment tout à nouveau. Tout finit par sortir de toute façon parce que pendant la phase de découverte, il ne peut pas y avoir de surprise. Dans l'accusation, la défense doit avoir tout ce que vous avez. Tout finira par être révélé. L'enquête continue. Un mandat de perquisition a été exécuté hier à Chicago et toutes les preuves doivent être examinées. Avons-nous des péages? Il y a 7 heures de route de Columbus à Rockford avec quelques péages. Avons-nous des péages? L'avons-nous? S'est-il arrêté pour payer l'essence avec une carte dans une station-service? Vous n'avez pas à présenter ces éléments comme motifs probables, mais vous devez les réunir pour votre poursuite. L'enquête a duré 9 ou 10 jours avant l'arrestation. Le public pense souvent que puisque la vidéo de surveillance existe, c'est simple. Et vous avez cette personne d'intérêt, puis vous passez à la vidéo de surveillance suivante. Et puis vous avez cette voiture qui, grâce à un lecteur de plaque d'immatriculation, disons qu'ils ont ça, alors vous pouvez la relier à cette personne. Cela n'aurait-il pas dû être une arrestation rapide? Je sais que le public, vous savez, il y a des gens dans le public qui pourraient dire que c'était, vous savez, une sorte de... Je ne dis pas ça, mais c'était facile de faire le lien entre les deux. Comme quoi. Combien de travail cela demande-t-il réellement de reconstituer tout ça? Quelque chose comme ça? De le relier à ce crime, de reconstituer toutes ces vidéos et de le retrouver. 9 jours, ce n'est pas excessif. On peut même imaginer que quelqu'un ait agi dès les 10 premières minutes de l'enquête. Il faut le prouver et atteindre le seuil de cause probable. Ici, il ne s'agit pas d'arrêter quelqu'un juste devant les lieux du crime, mais d'une arrestation dans l'Illinois. Donc, il faut s'assurer d'avoir un mandat en règle, évidemment, et que ce mandat soit transmis aux autres forces de l'ordre pour qu'elles puissent l'exécuter. Rassembler tout ça prend du temps. 9 jours, pour moi, ce n'est pas déraisonnable. Et je pense au dernier épisode qu'on a fait ensemble, qui, je crois, était vendredi dernier. Et puis Mekki est arrêté, je crois, entre vendredi et samedi. Je crois qu'il a été enregistré juste après minuit samedi matin au bureau du shérif, à Rockford. Et je me souviens qu'on parlait du chef de la police de Columbus. Elle a donné des interviews déclarant
On n'a pas de suspect pour l'instant, avec un visage impassible. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont elle a dû faire une déclaration au public? En même temps, il était clair qu'en coulisses, il pensait tenir quelque chose. Il n'y avait aucun doute, elle devait faire cette interview. Comme tu l'as dit, le public doit savoir certaines choses, comme leur sécurité. Est-ce qu'il y a un fou qui rôde en essayant de tuer des gens chez eux? Elle doit venir et dire que non, ce n'est pas le cas, mais elle a été très bonne quand elle l'a dit. Certaines choses ne peuvent pas être dites pour l'instant. Pour moi, cela signifie qu'ils tiennent une piste ou quelqu'un. Est-ce que ce type dans la ruelle, lui, je ne sais pas. Est-ce que c'est une fausse piste qu'ils ont lancée pour que Mackie pense qu'il croit que c'est ce gars-là? Ce n'est pas moi qui le sais. Bravo à la police de Columbus pour leur bon travail. Oui, 9 jours. Encore une fois, on souhaite une arrestation rapide pour que cette famille obtienne la justice qu'elle mérite, que la communauté trouve un peu de réconfort. Mais même si ces 9 jours ont parfois semblé longs, je trouve que réussir à reconstituer les faits comme ils l'ont fait, c'est vraiment impressionnant. Si ce qui est allégué s'avère vrai, il s'agit de quelqu'un qui avait un très bon travail et qui vivait dans un très bel immeuble à Lincoln Park, à Chicago. Financièrement, il semblait que beaucoup de choses allaient bien pour lui. Mais en même temps, voici quelqu'un qui monte dans une voiture et qui aurait conduit pendant plusieurs heures pour commettre un crime terrible, vraiment terrible. Et je me dis simplement que, à n'importe quel moment, s'il l'a vraiment fait, il aurait pu s'arrêter et faire demi-tour, mais il ne l'a pas fait. Comment cela compte-t-il dans l'affaire qu'un procureur pourrait utiliser puisqu'il est accusé de meurtre au premier degré, donc d'acte prémédité? Il n'y a aucun doute que c'était prémédité. Il est vraiment difficile de soutenir qu'il s'agit d'une passion soudaine et intense après 7 heures de route vers l'endroit où vous allez commettre le crime. Cela ne changerait pas l'accusation de meurtre au second degré en Illinois. C'est très difficile d'affirmer cela et de dire qu'il a simplement agi spontanément. Il n'a pas agi spontanément. Il a tout planifié et il a décidé que ce serait le jour où cela arriverait. Vous trouverez sûrement des éléments sur son ordinateur et ses téléphones. Voilà pourquoi ils ont collecté toutes ces preuves hier. Vous ne pourrez pas avancer l'argument d'une passion soudaine. Le meurtre au premier degré s'applique et je pense qu'ils peuvent le prouver. À ce stade, la police n'a pas précisé comment il est entré, mais il y avait une caméra de sécurité. Les Tépis, vous saviez. On peut voir qu'il y a une sorte de dispositif, que ce soit une Ring ou une autre marque. Donc je veux dire, s'ils avaient une caméra de sécurité, on pourrait penser que la police a une assez bonne idée de la façon dont il a pu entrer dans la maison. Pourquoi alors avoir omis cette information lors de l'annonce de l'arrestation? Eh bien, encore une fois, c'est s'ils peuvent évaluer ce qu'ils doivent inclure dans le document. Ils travaillent avec un procureur avant que cela n'aille devant un juge et disent « D'accord, je pense que vous avez le motif probable. Peut-être qu'ils n'en avaient pas besoin. Voilà autre chose. » Nous savons qu'ils ont une surveillance à l'avant de la maison, mais qu'en est-il de l'arrière de la maison? Peu importe s'il entre par l'avant ou l'arrière, la manière d'entrer n'a pas d'importance. Vous n'aurez peut-être pas de preuves vidéo qui suggèrent cela, mais maintenant vous pourriez avoir quelque chose à l'intérieur de la maison. Je pense qu'elle a été retrouvée dans le lit, tandis qu'il a été découvert hors du lit avec plusieurs blessures par balle. Peut-être sont-ils alertés à son entrée et une lutte éclate. Il s'en prend d'abord à elle, expliquant un seul tir pour elle, plusieurs pour lui, ce qui le réveille et mène à une nouvelle lutte. Peut-être a-t-il laissé des preuves dans la maison où ils avaient un processus non inclus dans le motif probable, ou bien ils l'ont fait. On ne sait pas. Nous n'avons pas vu toute la plainte, donc nous ignorons ce que contient leur document d'inculpation. Mais je crois qu'ils savaient tôt qui ils visaient. Combien de temps cela prend-il généralement pour traiter ce type de preuve? Parce que vous avez la vidéo de surveillance, vous le reliez à la scène. Peut-être s'agit-il des douilles évoquées ou d'empreintes dans la maison. Combien de temps cela prend-il d'habitude à rassembler? Pour intégrer le dossier des procureurs, si procès il y a, nous le présenterons au tribunal. Eh bien, décomposons cela une chose à la fois. Vous parlez de preuves vidéo. Les preuves vidéo doivent être collectées par un technicien. D'accord, je ne peux pas simplement aller chez quelqu'un, moi, et dire « Hé, écoutez, j'ai besoin de votre caméra Ring ou de votre caméra Nest, donnez-la moi. » Non, non. Une procédure et un technicien pour télécharger et documenter les images sont nécessaires. Cela doit être fait. Vous devez documenter comment vous l'avez fait, vous devez dire que vous savez le faire, c'est une chose. Et ce n'est pas qu'une seule caméra. Ils le suivent à travers le quartier, donc il y a probablement plusieurs caméras qui ont dû être téléchargées par un technicien.
Les empreintes digitales. Une empreinte digitale, c'est fantastique. Vous pouvez relever une empreinte dans une maison, sur une fenêtre ou autre, mais il faut l'associer à quelqu'un. Alors, comment faites-vous pour l'associer à quelqu'un? Comment l'associer à un suspect? On l'entre dans APHIS, la base de données des empreintes digitales, et on vérifie la correspondance. En tant que policier, j'ai aussi été pris en empreinte digitale. Et je crois que si vous êtes titulaire d'une licence de médecin ou d'une licence professionnelle, vous devez également être pris en empreinte digitale. Peut-être que vous obtenez une correspondance ainsi, mais c'est une demande spécifique. Tout le monde n'est pas enregistré dans APHIS juste parce qu'il a été pris en empreinte digitale. Donc, si une empreinte digitale est enregistrée, vous devez la comparer, donc c'est vraiment bien d'avoir une empreinte digitale, mais si vous n'avez personne à qui la comparer, ce n'est qu'une empreinte digitale. Si vous devez faire des empreintes d'élimination à partir des victimes et de toutes les autres personnes dans la maison, ça prend beaucoup de temps. Il va être renvoyé, vraisemblablement, vous savez. Il a cette audience lundi dans l'Illinois, puis il va faire face à des accusations dans l'Ohio. Lorsqu'il sera transféré. Vous savez, vous prenez un suspect qui fait face à des accusations très graves et vous allez le transporter en voiture, peu importe le nombre d'heures que ça prendra. À quoi ressemble ce trajet pour l'officier, sachant qu'il transporte quelqu'un soupçonné d'avoir tué 2 personnes? Mais l'affaire est en cours. Je veux dire, vous voyez, est-ce qu'il y a des banalités échangées dans la voiture? Je veux dire, quoi? Est-ce que vous pouvez obtenir des informations d'un suspect, d'un prévenu dans ce genre de situation? Par exemple, quand vous faites ce trajet de plusieurs heures, à moins qu'il ne le fasse en venir en avion, mais je veux dire, si c'est en voiture ou quelque chose comme ça, à quoi ça ressemble? Je l'ai déjà fait des deux façons. Parfois, bon, on fait venir les gens et vous êtes assis tout au fond de l'avion. Peu de conversations là-bas. J'ai aussi voyagé longtemps avec un gars ayant tué un policier de Chicago, récupéré dans le comté de Winnebago. Non, non, le comté d'Orsau. Je me suis complètement trompé. Le comté de Dodge dans le Wisconsin. Donc, c'est un long trajet du comté de Dodge jusqu'à Chicago et c'était un long trajet. Et il y a eu très peu de conversations. Tu ne peux pas juste évoquer ça. Ce sont des preuves. Si tu parles à cette personne, tu dois l'informer ou lui lire ses droits Miranda si c'est un suspect de meurtre. Ça doit être enregistré en vidéo, donc tu ferais mieux de ne rien dire parce que tu dois l'enregistrer. Si tu veux parler de l'affaire, il faut que Miranda soit impliquée. S'il l'a fait, et on ne sait pas s'il a demandé un avocat à ce stade, ni comment se sont déroulées ses premières conversations avec les forces de l'ordre. Que ce soit avant l'arrestation, dans les jours qui ont précédé, ou une fois l'arrestation effectuée, s'il a fait des déclarations, tu sais, on verra si cela ressort. Mais c'était un homme qui gagnait suffisamment d'argent pour mener la vie qu'il menait, professionnellement. Je suppose qu'il va pouvoir se payer un très bon avocat. On verra comment ça se passe. Je veux dire, quel type d'accès as-tu en tant qu'enquêteur après l'arrestation? À ce stade, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir accès à Mackie à l'avenir, en supposant qu'ils prennent un avocat maintenant? Je serais surpris que les détectives de Columbus ne soient pas déjà allés à Chicago pour lui parler. Je serais surpris que cela ne soit pas arrivé, car c'est ce que je ferais. Envoyer mes détectives interroger une personne en garde à vue pour obtenir une déclaration. Une fois qu'il a un avocat, c'est un peu plus compliqué, vous savez, Miranda. C'est que s'ils demandent un avocat, on ne peut pas leur parler. On peut, à moins qu'ils ne reprennent contact avec vous. Vous pouvez demander un entretien via l'avocat, mais il est rare qu'un avocat exige que vous veniez parler à son client. Lui parler, c'est sûrement fini. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. Évidemment, c'est une étape énorme, énorme dans cette enquête. Je veux dire, c'est l'un de ces récits où, quand la nouvelle tombe, qu'une arrestation a été effectuée, puis que vous voyez qui c'était. Ça vous fait vraiment dire « Waouh !» Et vous espérez que les familles à des tipis, et bien sûr ces enfants, vous pensez à eux, mais vous espérez que les familles ressentent un certain sentiment de soulagement. Nous verrons comment la procédure judiciaire évoluera après cette arrestation. Merci au commandant détective retraité de Chicago, Wills Villar, d'être avec nous sur Law and Crime. Avec plaisir. Encore une fois, les TP laissent ces 2 enfants indemnes derrière eux. Ils étaient dans la maison la nuit où leurs parents ont été tués, âgés de 4 et 1 an. Votre cœur se brise pour ces enfants. Ils sont actuellement avec des membres de leur famille et il y a une page GoFundMe qui a recueilli plus de 100 000 $ pour aider ces enfants. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.